C'est marrant parce que j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui me demandent, oui, mais t'avais un diplôme d'archi et tu t'en sers pas. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que justement, en fait, j'ai pris toutes les compétences autres que le côté constructif de l'archi. J'ai tout mis dans une boîte, j'ai tout secoué et voilà ce que ça a donné. En direct du 3e confinement, bonjour et bienvenue dans Drop the Cut, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture exerçant désormais dans un autre domaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse au monde de l'entrepreneuriat avec Anne Letondo, qui a créé Illustration de patrimoine. Salut Anne. Salut Sam, ça va ? Ça va très bien, et toi ? Oui. Alors, pour commencer, je vais te présenter rapidement, faire un rapide CV. Tu as été diplômé de l'ENSA Saint-Étienne en 2017. Jusqu'en 2018, tu as travaillé dans une start-up qui mettait en relation des particuliers avec des architectes. Puis en 2018 jusqu'à 2019, tu as travaillé dans un magazine d'architecture en tant que pigiste. Et enfin, en 2019, tu as lancé donc ton entreprise Illustration de patrimoine, qu'on peut notamment retrouver sur Instagram, @illustration-patrimoine. C'est tout bon. Parfait. Eh bien, au vu de ce parcours qui n'est pas du tout un parcours d'architecte, ma première question est toute simple, c'est pourquoi cette orientation dans des domaines autres que ceux de l'agence d'architecture ? Ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours voulu être archi depuis que je suis toute petite. C'était hyper naturel pour moi après le bac, me diriger en école d'archi. Et pour te dire, j'avais même téléchargé les Sims pour créer des maisons. Je pense que je dois pas être la seule. On est pas mal à avoir usé de ce stratagème. Mais en fait, très vite, en arrivant en école d'archi, j'ai un peu déchanté. Et que ce soit sur le plan, du contenu, des connaissances ou même de l'ambiance et de l'état d'esprit, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était fait pour moi. Et j'ai profité d'un Erasmus en 3e année pour vraiment me concentrer me recentrer plutôt sur ce qui me motivait vraiment et sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc en échangeant avec des professionnels, en faisant un peu le point sur les possibilités post-licence, je me suis rendu compte que c'était la valorisation et la sensibilisation à l'archi et au patrimoine aussi qui m'intéressait vraiment. J'avais envie de désacraliser en fait cette relation que le grand public peut avoir avec le monde de l'archi, qu'on a souvent tendance à mettre sur un piédestal, et du coup casser un peu ce rapport de l'architecte qui sait tout et du grand public qui est complètement néophyte et à qui on n'adresse même pas la parole limite. Et du coup j'avais envie de casser ce truc-là. Et la première manière dont j'ai choisi de le faire, ça a été de travailler dans la presse écrite. Dans un premier temps une presse généraliste, puis ensuite de la presse spécialisée, pour mettre à disposition en fait les connaissances qu'on a en tant qu'archi à disposition du grand public. Et donc tu étais partie à la base pour travailler vraiment professionnellement dans la presse écrite après tes études ? C'est ça, oui. J'avais pas l'idée particulièrement de monter mon entreprise ou quoi que ce soit. En fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait Donc après mon Erasmus, j'ai demandé un transfert d'école, donc je suis arrivée à Saint-Étienne pour mon master. Et ce qui m'a fait tenir entre guillemets, ça a été mon mémoire que j'ai fait donc sur la presse architecturale et le grand public. Donc comment, grâce à la presse, on peut améliorer les rapports qu'on a entre le monde de l'archi et le grand public. Et donc ça aussi, je pense que ça a été une bonne clé, entre guillemets, pour trouver du boulot après, puisque je m'étais vraiment focus sur un sujet hyper spécialisé, en fait, du monde de l'archi et de la presse. Et donc non, j'avais aucune idée de création d'entreprise ni rien. J'avais trouvé ce boulot de rédac chef, où je m'occupais de réseaux sociaux et du blog d'une boîte. Et c'était très bien comme ça, en fait. Mais puis ensuite, c'est mon expérience personnelle ensuite qui a fait que j'ai voulu créer mon entreprise. Et du coup, justement, super transition.
Est-ce qu'on peut venir à la genèse de Illustration de patrimoine? Oui, alors donc en fait je me suis mariée en été 2018 et avec mon mari du coup on cherchait une illustration de l'église où on allait se marier. On voulait un truc jeune quoi, dynamique et tout, et on trouvait que des vieux croquis en basse def, c'était vraiment pas quali. Et en fait c'est là que je me suis dit mais en fait Anne, tu sais dessiner le patrimoine, t'en as fait pendant 5 ans, go quoi, reprends tes crayons et tes logiciels et vas-y. Et donc en fait c'est comme ça que l'idée d'illustration de patrimoine est née. Et puis petit à petit j'en ai fait une pour une amie, j'ai illustré la maison d'un copain, et puis ensuite je me suis mise sur Instagram et voilà. Ensuite à force de travailler, aujourd'hui je suis à temps plein sur mon entreprise depuis voilà. Enfin ça a été lancé officiellement en février 2019 ouais. Et tu te concentres principalement sur des façades ou alors des détails parfois? Il me semble que j'ai vu majoritairement des façades, mais... Oui, alors j'ai commencé principalement par des façades de monuments, par les élévations en fait, ce que nous on appelle élévation, mais le grand public non plus, tu vois. Par exemple, ça comprend pas le terme élévation. Moi j'ai dit façade. Je suis encore le grand public. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que moi, du coup, dans ma communication, j'utilise le mot façade, en fait. Parce que le mot élévation, les gens lambda, l'utilisent pas, donc ils peuvent pas comprendre, entre guillemets. Mais oui, je fais principalement, du coup, des façades de maisons de famille, de lieux de réception. Je travaille aussi pour des professionnels dans le patrimoine municipal, etc. Et petit à petit, là, j'ai lancé en février dernier, donc il y a un mois et demi, une collection d'illustrations de détails de portes. C'est les belles portes parisiennes avec des belles grilles en fer forgé, tout ce que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, j'en ai créé une collection de 5 illustrations avec tous ces jolis détails que je mets en avant, du coup. Et du coup, c'est sur des cartes et des tableaux? Ou alors... C'est ça, ouais. La majorité de ce que je crée, ça a pour but d'être d'être imprimé ensuite sur de la carterie, de la papeterie. Mais du coup, l'avantage aussi du numérique, c'est que je peux le décliner sur des tote bags, des carnets. Il n'y a pas de limite en fait de support grâce à l'illustration numérique en fait. Et du coup, c'est une technique d'impression particulière ou alors c'est de l'impression classique? Non, c'est de l'impression classique en fait. Là, en tout cas aujourd'hui, je propose ça. Après, je pourrais le décliner sur de la dorure, sur plein de choses différentes. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je fais beaucoup d'illustrations en noir et blanc. Donc, je travaille avec un imprimeur local, ça me tenait aussi à cœur, quelqu'un pas très loin de chez moi, pour imprimer les illustrations, que ce soit pour les illustrations sur mesure ou pour les illustrations qu'on peut trouver sur ma boutique en ligne. J'ai deux casquettes, entre guillemets, dans mon entreprise. Voilà. La collection de portes, c'est ta boutique en ligne, par exemple, et ensuite, les gens peuvent te contacter pour faire l'illustration de leur propre C'est ça, maison. Exactement. Voilà. Et du coup, cette vie d'entrepreneur, on avait discuté un petit peu il y a 2 semaines ensemble, du coup on trichait un peu, mais tu m'as raconté que tu faisais plein de choses annexes, en plus de faire des illustrations, parce qu'une entreprise c'est beaucoup de choses, et du coup à quoi ressemble une de tes journées ou une de tes semaines en tant qu'auto-entrepreneuse? C'est une bonne question. Alors déjà, je me réveille tôt, toute seule, sans réveil. Ça, c'est le kiff un peu. Mais après, j'ai un métabolisme où je me réveille toute seule à 7h30, 8h. Donc, je peux me permettre de pas mettre de réveil. Incroyable. Mais ça, j'avoue que c'est un truc non négligeable, tu vois, de pouvoir travailler depuis... pour soi, en fait. Et du coup, de pouvoir se caler des horaires comme on veut. Et tu travailles chez toi? Tu vas pas au bureau? Ouais. Ouais. Non. Là, on est en train de refaire justement une pièce de chez nous pour que j'ai un atelier hyper sympa dédié qu'à mon entreprise pour accueillir des stagiaires, des collaborateurs et tout, dans un endroit sympa. Et du coup, ma journée, c'est quoi? C'est beaucoup de réseaux sociaux parce que on n'a rien sans rien, entre guillemets. La visibilité d'une entreprise, c'est un truc qui se travaille...
vraiment beaucoup. Après, moi, j'adore ça aussi, tu vois, tout ce qui est com, etc., visibilité. Donc, je passe beaucoup de temps à créer du contenu sur, notamment pour mon compte Instagram, et puis pour LinkedIn, Facebook, etc. Mon blog aussi, où j'alimente avec des articles de blog. Donc ça aussi, ça me prend pas mal de temps. Tu vois, j'ai gardé ce côté rédaction dont on parlait au tout début. Parce que je trouve ça important de mettre des mots aussi derrière toute pas l'idéologie, tu vois, mais la mission de mon entreprise qui est vraiment de valoriser le patrimoine. Valoriser pour sensibiliser et pour à terme, du coup, le protéger. Puisque, pour moi, c'est 3 choses qui vont ensemble. Préserver, sensibiliser et valoriser. Et du coup, j'aime bien faire des articles de blog sur ces sujets-là, justement pour sensibiliser le grand public, et puis d'autres aussi, à l'importance de tout ça. Donc en fait, je me concentre pas uniquement sur l'illustration, tu vois. Je sais plus si c'est à toi que je le disais en off entre guillemets, mais pour moi, tu vois, l'illustration, ça reste un médium, tu vois, un support. Mais il y a 2 ans, je faisais du journalisme, et j'avais aussi à cœur, tu vois, de valoriser et de sensibiliser à l'archi et au patrimoine. Aujourd'hui, je le fais avec l'illustration. Je le fais aussi de temps en temps avec des ateliers avec des enfants. Ou des adultes, mais des ateliers de dessin, des ateliers maquettes, tout ce qui est un peu médiation culturelle. Donc ça, pareil, tu vois, c'est un autre médium pour valoriser le patrimoine. Donc voilà, il y a aussi ce côté atelier dont je m'occupe pour ma boîte. Et puis ensuite, il y a toute la préparation des commandes, toute la gestion du site internet, de la newsletter. Et il y a toute la relation client, établir des devis, rencontrer les personnes avec qui je veux faire des plus grosses collaborations, comme des mairies ou ce genre de choses. Il y a la compta aussi. Le bas qui blesse beaucoup d'entrepreneurs. Mais voilà, en fait, il y a vraiment une multitude de choses à gérer, en fait, quand on est entrepreneur. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait. C'est ce côté multicasquette, touche à tout. Qui fait qu'en fait je m'ennuie jamais et je peux passer 45 minutes sur un truc, passer du coq à l'âne en fait en 10 minutes et c'est ok en fait. Donc moi c'est un truc qui correspond à mon caractère. Je pense que ça correspond pas à tout le monde, tu vois, l'entrepreneuriat, mais ma manière d'être entre guillemets correspond plutôt à tout ça, quoi. Et donc aujourd'hui, tu es à 100% dans l'entrepreneuriat, donc ton entreprise, ça te prend 100% de ton temps. On a discuté pareil la dernière fois. Ouais, mais même 200%, hein, clairement. Et du coup, éventuellement, parce que j'imagine que les gens vont se poser la question, donc là, on est le 1er avril 2021. Tu t'es lancé en 2019. À partir de quel moment tu as pu être 100% autonome financièrement avec Illustration du patrimoine? Donc j'ai commencé en février 2019, sachant que j'avais lancé mon compte Insta en décembre 2018, un petit peu avant, mais c'était des broutilles, j'avais mélangé du graphisme et de l'illustration, c'était vraiment histoire de me lancer, quoi. Mais sinon, j'ai fait février jusque fin juin, en ayant un boulot alimentaire à côté. Et ensuite, dès le mois de mai, je commençais à ressentir le besoin, tu vois, d'avoir plus de temps pour développer des choses dans ma boîte. Et je me sentais trop dans un carcan, entre guillemets, à devoir aller bosser à des heures et compagnie. Avoir un contrat à côté, quoi. Et du coup, début juillet 2019, du coup, j'ai arrêté et je me suis mis à temps plein dessus. Alors, je me suis pas fait un revenu correct dès le début, tu vois, mais j'avais quand même besoin, en fait, en tout cas en termes de temps, de dédier tout ce temps-là à la création, à l'illustration, au développement de mon entreprise, pour qu'ensuite, à partir de, disons, octobre 2019, du coup, que ce soit en termes de temps ou en termes de revenus, d'avoir quelque chose de correct pour ne plus avoir besoin de job à côté, quoi. Mais ça allait relativement vite, en fait. Oui, ça m'a... je suis la première étonnée. Après, j'y mets énormément d'énergie et j'y mets mes tripes, tu vois. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit souvent
que il faut entre 2 ans et 3 ans pour tester vraiment son entreprise et s'asseoir entre guillemets en termes de pas de légitimité, tu vois, mais se rendre compte si ça peut être durable. Après, moi, tu vois, on est beaucoup là-haut. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Et oui, j'aime pas dire c'est de la chance. J'ai mis, toutes les chances de mon côté, j'ai travaillé aussi pour ça. Mais ouais, j'ai fait ça en moins de 2 ans. Et je touche du bois, j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. Mais pour l'instant, on est plutôt bien parti. T'as eu un bon timing, pour pas dire que t'as eu de la chance. Oui. Ouais, voilà. Oui, puis c'est comment dire, c'est des choix aussi. Enfin, c'est du temps passé, pas des sacrifices non plus, mais parce que j'adore ce que je fais, mais tu vois, je compte pas mes heures, je passe un temps fou à faire 15 000 choses aussi, à en oublier parfois d'autres trucs. Enfin, c'est spécial quand même comme rythme de vie et comme vie entre guillemets quand t'es entrepreneur. Enfin, tu manges, tu bois, tu respires, tu dors ta boîte. Enfin, et après, du coup, des fois, faut arriver à déconnecter. J'ai entendu la même chose pour l'architecture pendant mes études, sauf qu'ils nous disent pas de déconnecter. Ouais, voilà. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'au final, c'est ce que j'allais dire, quand tu bosses dans le patrimoine ou dans l'archi, en fait, le seul moyen de déconnecter, c'est de te retrouver dans des coins complètement paumés, en pleine mer, en pleine campagne ou en pleine montagne, sans monument autour, parce que sinon, dès que tu croises un truc sympa, ton esprit dit « Oh tiens, ça c'est sympa, oh tiens, ça aussi ». Je dis « Anne, on arrête de travailler ». Mais voilà, sinon, non, je regrette pas du tout ce type de vie. L'entrepreneuriat, moi je trouve ça génial. Et je pense que, tu vois, le jour où illustration patrimoine doit s'arrêter pour quelle que soit la raison, je me verrai pas retourner dans un truc classique de salariat. Voilà. Dans ton entreprise, au quotidien, qu'est-ce que tu penses que ton cursus d'architecte t'apporte, outre tes compétences du coup en illustration? Est-ce que le fait d'avoir fait architecte, ça t'aide dans quelque chose en entrepreneuriat ou autre dans ta vie professionnelle? C'est marrant parce que j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui me demandent, oui, mais t'avais un diplôme d'archi et tu t'en sers pas. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que justement, en fait, j'ai pris toutes les compétences autres que le côté constructif de l'archi. J'ai tout mis dans une boîte, j'ai tout secoué et voilà ce que ça a donné. Mais en gros, il y a surtout le côté communication visuelle. Parce que communication, genre apprendre à se vendre, c'est pas en archi que je l'ai appris. Mais ouais, tout ce qui est communication, InDesign, Photoshop, tu vois, des compétences qui restent assez, comment dire, pas brutes, mais des trucs de logiciel, quoi. Après, je pense que ça a aiguisé aussi mon œil en termes d'image et de sensibilité, tu vois, par exemple, je fais beaucoup de photos de mes illustrations, je fais vachement attention à mon feed Instagram, tu vois, à l'harmonie, tout ce côté visuel, sensibilité visuelle, ouais, je pense que ça m'a aidé à la développer. Ensuite, à part l'illustration en tant que telle, j'avoue que le reste, j'ai plutôt appris sur le tas et par moi-même, en regardant un nombre incalculable de tutos, en écoutant énormément de podcasts, lire des articles de blog, et pas forcément dans le monde de l'archi, tu vois, plus dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, développement entrepreneurial. Et du coup, j'ai vraiment passé, tu vois, la première année je le fais encore, hein, mais la première année, j'ai énormément consommé de contenu, que ce soit des formations, des tutos, des webinars sur des sujets hyper variés. Et en fait, c'est comme ça que combiner, ça plus mes compétences, entre guillemets, issues des études d'archi, je pense que c'est plus ça qui a mené à ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et du coup, à l'inverse, sachant que quand même, quand on a son agence d'architecture, on est chef d'entreprise. Du coup, c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Est-ce que donc t'as écouté plein de contenus sur l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas entendues dans ces podcasts ou etc. Et du coup, avec ton expérience,
pour quelqu'un qui est assez HMO, qui voudrait lancer son agence, est-ce qu'il y a des conseils que tu n'as pas entendus ailleurs et des enseignements que tu peux partager sur le fait de se lancer, de lancer son entreprise? Alors, sachant que moi j'ai pas fait de HMO, je sais pas ce qui s'y passe de trop. Mais du coup, mon conseil, tu vois, ce serait, après c'est un conseil de manière générale, tu vois, mais c'est d'être plus accessible, de communiquer beaucoup plus sur ce qu'un archi fait, d'être plus proche de ses futurs clients. Enfin, je pense que on est trop distant en fait. Je sais pas pourquoi, tu vois. Peut-être pour se protéger, ou alors parce qu'on se dit qu'on a fait 5 ans d'études et que c'est stylé. Oui, ça fait du bien à l'ego de se dire je suis architecte avec un grand A. Oui, mais tu vois, quand les clients viennent te voir, ils ont besoin de se sentir proches, tu vois, de ce que la personne va lui raconter, et il a besoin qu'on se mette à sa hauteur en fait. Et c'est pas en utilisant, alors je dis pas qu'il faut tout vulgariser en termes de contenu et tout, mais c'est pas en étant entre guillemets sur son piédestal qu'on arrivera à recréer un lien plus sain entre le patrimoine, enfin l'archi et le grand public. Donc moi, tu vois, je me dis si un jour j'ai une agence d'archi, ce qui n'arrivera jamais, mais tu vois, d'avoir quelqu'un qui est dédié vraiment à la communication sur les réseaux sociaux, sur le relationnel client, mais pas le relationnel genre je vous envoie un devis, tu vois. Le relationnel genre est-ce qu'il faut qu'on vous explique un truc, est-ce que vous avez pas compris, enfin qu'est-ce que vous n'avez pas compris, est-ce qu'il faut vous réexpliquer quelque chose, enfin tu vois, être avec les gens quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Tu vois, typiquement les comptes Instagram ou les comptes LinkedIn, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a moins que Insta. Des entreprises, enfin des agences d'archi. Il y en a beaucoup en fait qui sont, enfin ce sont des comptes de grosses agences, tu vois, qui vont communiquer sur leurs trucs, mais c'est plus des belles photos, etc. Et je pense que même en tant que petite agence, on devrait prendre le temps de communiquer hyper simplement et de manière hyper authentique en fait sur ce qu'on fait en agence, pour désacraliser en fait ce que fait un architecte, et pour qu'on arrête de dire l'architecte n'est pas accessible, en plus il est trop cher et en plus il est pédant, tu vois. Donc c'est un gros stéréotype, hein. Je vais m'attirer les foudres de toute ta communauté, mais c'est pas du tout c'est un gros cliché, mais pour de vrai, quand je discute avec des gens, tu vois, bah il y en a quand même quelques-uns qui ont cette idée hyper stéréotypée de l'archi, et je trouve ça hyper dommage parce qu'on peut faire tellement de choses hyper cool. Enfin voilà, c'était mon petit message. Il y a une question que je pose à tous les invités, c'est si tu te rencontrais toi jeune pendant tes études ou même avant, ou même juste après tes études, comme tu veux, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour l'aider à tenir, à bien suivre ses rêves, choisir sa voie, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne ? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Je pense que on a un gros souci dans la pédagogie et dans la manière dont on enseigne. Alors l'archi et d'autres, dans d'autres filières aussi. Mais moi, j'ai très mal vécu ce côté, cette relation avec le corps professoral, entre guillemets. Je l'ai très mal vécu. Et en fait, c'est en partant en Erasmus, tu vois, où je me suis rendu compte que la pédagogie française était pas du tout faite pour moi. Et alors, j'aurais pas pu me dire part plus tôt, parce que partir plus tôt que la L3, c'est un peu compliqué. Mais voilà, d'apprendre à s'entourer de gens bienveillants au maximum, parce qu'on peut pas toujours choisir, tu vois. Mais c'est quelque chose que je fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, tu vois. Je sais qu'il y a des clients et des prestataires avec qui je veux pas travailler, je refuse des trucs parce que je le sens pas en fait, je me sens pas en confiance, et parce que le feeling passe pas. Et du coup, s'écouter beaucoup plus à ce niveau-là, et se dire que c'est ok de pas s'entendre avec tout le monde, et de se sentir mal à l'aise avec certaines pratiques d'état d'esprit et de relations prof élève, tu vois. Et ça, je pense que t'as quand même beaucoup d'étudiants en archi, tu vois, qui t'écoutent pour voir que d'autres types de métiers que l'archi, mais du coup, ouais, s'il y a
des étudiants qui écoutent ce podcast, leur dire que c'est triste, mais qu'il faut serrer les dents et que ça ira sans doute mieux après, mais qu'il faut pas pour autant accepter tout ce qui se passe non plus en termes de pression et d'intimidation. C'est important ce que tu dis. Enfin, moi, je sais que j'ai réussi à me sortir assez tôt de la culture à la charrette. Bon, déjà parce qu'avec l'INSA Strasbourg, apparemment, on est assez épargné. Enfin, nous, c'est surtout en septembre. Et mon premier mois d'architecture, c'était assez intense. C'était pas facile. Et vraiment, à la fin de ce mois de septembre, j'étais à bout. Et donc, on travaillait en équipe. Et le fait d'être dans une équipe qui m'a fait comprendre dès mon premier mois d'architecture que c'était pas normal, ça, bah, du coup, après, j'ai compris que c'était pas normal d'être charrette, d'être à bout psychologiquement et physiquement. Et ça m'a vachement aidé, parce que j'ai l'impression que du coup, à des moments, j'ai dit stop. J'ai peut-être rendu des projets avec certains aspects qui n'étaient pas aboutis à certains moments, mais c'est pas grave. Ma santé physique et mentale est quasiment intègre. Et c'est hyper important, parce que moi, tu vois, je suis diplômée, j'ai jamais fait de charrette de ma vie. Enfin, si, j'en ai fait une... mais c'était pour un travail de groupe, tu vois, donc c'était pas totalement dépendant de ma volonté. Mais après, c'est jamais dépendant les charrettes de la volonté des élèves. Mais je pense qu'il y a quand même un truc, surtout quand c'est du travail personnel, du coup tu peux plus contrôler. Oui, voilà, c'est ça. Et puis se dire c'est pas grave si c'est pas fait à 200%, tu peux juste le faire à 150, tu vois. Enfin, c'est... Ou juste à 100%, c'est déjà beaucoup aussi, voilà. C'est déjà très bien, tu vois. Mais après, c'est hyper compliqué, tu vois, de dealer, entre guillemets, avec son ressenti, les dires des profs, enfin, tu vois, tous ces trucs-là et tout. Et faut aussi penser à soi, quoi. Enfin, je veux dire, à sa santé mentale. Enfin, on en parle de plus en plus en ce moment, mais ouais, faut y prêter attention. Ouais, très bien. La Anne du passé est très bien entourée avec ses conseils. C'est surtout pour conseiller conseiller, je sais pas si j'ai vocation à conseiller, mais les autres, quoi, parce que... Non, mais cette question, c'est clairement pour conseiller les étudiants et moi-même, qui suis encore étudiant. C'est bien. C'est une astuce. Ça fait une demi-heure qu'on parle, et du coup, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, j'ai oublié, mais comment tu penses développer illustration de patrimoine par la suite ? Est-ce que tu as des choses prévues, des projets futurs dont tu peux parler ou... Je suis plutôt du genre à saisir les opportunités, tu vois, qui se présentent, même si j'ai quand même une vision à 1 ou 2 ans, tu vois, grand max, de mon entreprise. Mais l'idée, c'est de travailler de plus en plus avec des entreprises et des professionnels, genre du secteur public, etc. Et puis ensuite, pourquoi pas d'agrandir, de travailler avec dans un premier temps, plus de collaborateurs, et puis ensuite changer de structure et pouvoir avoir, je sais pas, un salarié à mi-temps ou pas. Enfin, je sais pas trop, en fait, je me laisse un peu guider, tu vois, par toutes les opportunités, par les discussions que j'ai avec des gens et tout. Mais bon, j'espère qu'on sera toujours en croissance, normalement. Mais je te le pas mal. Eh bien, j'ai abordé un petit peu tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Est-ce qu'il y a une autre chose dont tu penses qu'il serait important de parler pour les étudiants qui nous écoutent ? Ou alors, tu penses qu'on a fait un bon tour de ta pratique d'entrepreneuse ? Eh bien, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ça me semblait important, on en a parlé, mais ça me semblait important de parler de ce côté santé mentale et importance de s'écouter un peu et de lâcher un peu prise sur toute la pression qu'on peut avoir, même si je sais à quel point c'est difficile. Mais ça, c'est un message qui me semble hyper important. C'est limite un message de prévention santé, tu vois, tellement je trouve ça important. Donc voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Anne ou l'entrepreneuriat en général, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur votre réseau social préféré. Pour rappel, son compte Instagram c'est @illustration-patrimoine. Et Drop the Kutch est aussi sur Instagram, @equitect,
Merci à Louise Gonémery qui fait toutes les illustrations sur ce compte. Et pour poursuivre les remerciements, merci à Simon Tsika et Darius Afshar qui ont composé la musique du générique. C'était le 13e épisode de Drop the Kutch.